Manon Aubry, bonjour. Donald Bonjour. Trump sera investi ce soir, à heure française, du côté de Washington, 47e président des États-Unis. Lors de sa victoire sur Kamala Harris en novembre dernier, vous aviez parlé, je cite, d'un ennemi des femmes, des personnes racisées, de la liberté de la presse et du climat. Est-ce que vous maintenez ces propos ? Est-ce que tout sera forcément négatif sous la présidence Trump ? Malheureusement, les semaines qui ont suivi m'ont donné raison et plus que jamais, je maintiens mes propos, à la fois quand je vois les premiers décrets que prévoit de prendre Donald Trump, qui tiennent tant à la sortie des accords de Paris des États-Unis de manière définitive que de s'attaquer aux droits des transsexuels, aux droits des migrants. Et puis à cela, vous rajoutez une forme d'impérialisme total avec les menaces proférées à l'égard du Canada, du Groenland, qu'il veut annexer et envahir, le tout sans aucune réaction, notamment de l'Union européenne. Même d'un point de vue économique, ce sera négatif. On a vu que sous son précédent mandat, il y avait eu des avancées économiques. Écoutez, je trouve que ça amène à un débat assez intéressant qui est la question de la protection de nos économies. Et face à ça, on a une Union européenne qui est un peu l'idiot utile du village mondialisé. Quand on a les États-Unis qui vont mettre en place des barrières douanières, etc., nous, à l'inverse, on signe à tour de bras des accords de libre-échange avec le Mercosur, celui avec le Mexique qui vient d'être annoncé, où on livre en pâture notre économie aux affres de la mondialisation. Et il y a une concurrence qui est déloyale. L'accord sur le Mercosur n'est pas encore voté. Alors, il n'est pas encore voté. Il devrait être voté dans les prochains mois au Parlement européen. Mais vous le savez, il a été conclu dans le dos des Européens, dans le dos du Parlement européen, sans qu'on en soit tenu informé. Et donc, la question de finalement le commerce de demain, c'est ça aussi que pose l'élection de Donald Trump. Et je pense que ça devrait créer un sursaut dans l'Union européenne. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Une question sur le conflit au Proche-Orient et cet accord de cessez-le-feu qui a donc été décrété et qui est en activité là, depuis ces dernières heures entre Israël et le Hamas. Donald Trump dit qu'il y est pour beaucoup de choses, que ça a été fait sous son impulsion. Est-ce que là aussi, vous le croyez, il bluffe ou vraiment il a fait quelque chose pour que ça avance dans ce sens-là ? Je crois, si vous me le permettez, que c'est d'abord l'immense pression populaire qui s'est exercée partout dans le monde, notamment des populations, des peuples qui se sont mobilisés, qui ont demandé des comptes à leurs dirigeants politiques. C'est d'abord ça dont est le fruit cet accord de cessez-le-feu, qui est un immense soulagement. Un soulagement évidemment pour les otages, dont les 3 premières ont été libérées hier. Un soulagement pour les familles aussi des prisonniers palestiniens. Et puis un soulagement pour le peuple palestinien à Gaza, qui était sous les bombes de l'armée israélienne depuis maintenant plus d'1 an. Et j'ai une pensée aussi ce matin pour les 46 000 civils qui ont péri, massacrés par les bombes israéliennes. Et il y a tant à faire pour la suite, pour acheminer l'aide humanitaire, pour reconstruire Gaza, pour que ce cessez-le-feu dure, pour que la justice passe, pour que Benjamin Netanyahou réponde de ses actes. Et c'est vers cet avenir très précaire que j'ai envie de me tourner maintenant. Alors maintenant, Aubry, il y a un autre homme fort du côté des États-Unis, c'est Elon Musk, le patron de X, ex-Twitter. Il y a plusieurs personnalités politiques, notamment de gauche en France, qui ont décidé de quitter le réseau social, comme Sandrine Rousseau, par exemple. Vous, c'est pas votre cas, vous avez décidé de ne pas quitter le réseau social, et votre parti, la France Insoumise, non plus. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez vous expliquer en 2 mots pourquoi ? Plusieurs choses. D'abord, il y a un vrai enjeu sur Elon Musk qui dialogue avec la présidente, la candidate de l'AfD, l'extrême droite en Allemagne, qui s'ingère dans la politique européenne, dont l'algorithme favorise l'extrême droite. Mais j'ai envie de dire, le problème ne se pose pas qu'avec Elon Musk et Twitter. Il se pose avec Mark Zuckerberg, qui a décidé de supprimer tous les posts de fact-checker. Et Mark Zuckerberg, c'est Meta, donc c'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est Instagram. Vous avez vu qu'aux États-Unis, TikTok a montré aussi allégeance à Donald Trump. Donc c'est l'ensemble aujourd'hui des réseaux sociaux qui posent un véritable problème. Mais toutes ces décisions, elles vont à l'encontre de votre politique. Pourquoi vous ne quittez pas ces réseaux sociaux ? Je commence par vous dire, et vous donner raison, il y a un problème. Et face à ce problème, je crois qu'on est assez d'accord à gauche sur l'analyse, il y a plusieurs attitudes. Je comprends celles et ceux qui, finalement, pour se protéger, se disent
Moi, j'en peux plus. Il faut développer des réseaux alternatifs. Je suis par ailleurs présente sur Blue Sky, par exemple, et j'invite les gens qui nous regardent et nous écoutent à s'y inscrire. Mais moi, je pense que face à l'offensive de l'extrême droite, il faut assumer de mener la bataille frontalement. Il faut la combattre de l'intérieur, c'est ce que vous dites. Mener la bataille frontalement, partout là où l'extrême droite est présente. Je pense que par ailleurs, sur un réseau social comme Twitter, il y a aussi des millions de personnes qui ne sont pas d'extrême droite et qu'on n'atteindrait pas autrement. Mais si vous voulez, je crois, en tant que responsable politique, à la régulation plutôt qu'aux actes individuels. Je comprends les gens qui sont harcelés. Moi-même, j'ai fait l'objet d'un nombre de campagnes de harcèlement sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier, qui est absolument inacceptable. Et je comprends les gens qui veulent fuir, mais je pense que, vous voyez, parfois il faut se lever et se casser, et là il faut se lever et résister. Je voudrais qu'on parle de cette guerre ouverte à gauche. On a l'impression qu'on revit la même histoire à chaque fois, entre notamment la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui affirme que le PS n'est plus un partenaire, les termes sont forts, et le PS de l'autre côté, notamment François Hollande, qui assure que les socialistes ont la clé jusqu'en 2027. Est-ce qu'on peut dire ce matin, Manon Aubry, que le nouveau Front Populaire est mort ? Non. Non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le nouveau Front Populaire, c'est des forces politiques et pas uniquement la France Insoumise qui ont voté la motion de censure dans leur grande majorité la semaine dernière. Je rappelle qu'à la fois les écologistes, les insoumis, les communistes ont co-signé la motion de censure et l'ont votée. 8 députés socialistes, et je veux les saluer, l'ont votée. C'est la première raison. Et la deuxième raison, le nouveau Front Populaire, vous savez, il appartient d'abord à ces millions d'électrices et d'électeurs qui, au mois de juin dernier, ont cru, ont espéré, il y a une vague d'espoir qui s'est levée dans le pays. C'est un accord électoral, ce que vous nous dites. Non, c'est pas juste, justement, c'est pas juste un accord électoral. Je pense pour des millions de gens qui ont eu à la fois peur que l'extrême droite arrive au pouvoir, mais qui voulaient surtout tourner la page du macronisme, ça veut dire quelque chose, le nouveau Front Populaire. Finalement, c'était l'alternative à Emmanuel Macron. Et aujourd'hui encore, je pense que ça doit être l'alternative. Raison pour laquelle le passé pour en parler. Vous dites c'est l'alternative. C'était l'alternative. C'était l'alternative au moment où il a été créé. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ça doit l'être. Ça doit le rester. Et c'est pour ça que je pense que le Parti Socialiste a fait une erreur la semaine dernière en ne votant pas la motion de censure, quelque part, en laissant se poursuivre la politique macroniste qui a fait tant de mal au pays. Mais vous leur reprochez d'être constructif, de vouloir essayer d'obtenir, de négocier. Parce qu'ils ont obtenu quand même des choses. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu sur 3 cacahuètes et 2 pistaches. Les 4000 postes d'enseignants qui ne seront pas supprimés. Sur le fait de renégocier et retravailler cette réforme des retraites. Alors, plusieurs choses. Sur les postes d'enseignants, vous savez comme moi que c'est de l'arnaque, puisqu'en réalité, il y a 2000 postes d'enseignants supprimés. Il y en a 2000 qui sont remplacés par des AESH. Il faut des AESH dans notre pays, mais il ne faut pas que ça remplace des postes d'enseignants. Première chose. Le déremboursement des médicaments ? Le déremboursement des médicaments, Michel Barnier l'avait annoncé. En fait, 80% des annonces qui ont été faites par François Bayrou, c'est des annonces qui avaient déjà été cédées par Michel Barnier et qui n'avaient pas empêché le Parti Socialiste, à juste titre, de censurer le gouvernement de Michel Barnier. Alors pourquoi ce qui était vrai vis-à-vis du gouvernement de Michel Barnier, à la fois que son budget était injuste, que son gouvernement n'était pas issu des urnes, que le gouvernement comportait des ministres dont on ne voulait plus, à commencer par Bruno Retailleau, pourquoi ce qui était vrai il y a quelques mois n'est plus vrai aujourd'hui? Et vous avez vu Bruno Retailleau qui s'est empressé d'annoncer une remise en cause de l'aide médicale d'État. C'est assez symptomatique. Eux, ils ont ressenti comme un blanc-seing de la part du Parti Socialiste en ne votant pas cette motion de censure. Donc je persiste, je pense que le Parti Socialiste a fait une erreur. Je pense que notre rôle, c'était de préparer l'après-Macron et donc de faire tomber ce gouvernement qui n'a aucune légitimité. Vous dites que le Parti Socialiste a fait une erreur. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'en commet pas lui aussi en mettant la pression systématiquement et en menaçant à chaque fois le Parti Socialiste de dire voilà, si vous continuez comme ça, il y aura un candidat et les filles face à vous. Au final, c'est la gauche qui perd dans tous les cas, ça. Non, c'est pas une question de menace ou je sais pas quoi, c'est une question de fidélité, de loyauté. Ce sont des menaces. Est-ce que c'est vraiment à la hauteur des enjeux et de la souffrance des Français pour le pouvoir d'achat, leur sécurité? Justement, ce qui est à la hauteur de la souffrance des Français, c'est de tourner la page d'Emmanuel Macron. Je veux dire, Emmanuel Macron, il a fait tellement de mal au pays en multipliant les cadeaux fiscaux aux plus riches et en ne s'intéressant pas au pouvoir d'achat et en faisant la poche des Françaises et des Français. Je veux dire, Mais on tourne la page d'Emmanuel Macron en se divisant à gauche comme vous faites. Comment vous allez arriver au pouvoir si vous n'êtes pas unis? On tourne la page d'Emmanuel Macron en proposant autre chose. Et moi, j'ai toujours été une ardente partisane, vous me connaissez ici, de l'unité de la gauche, mais de l'unité dans la clarté. Et il faudra qu'on poursuive le nouveau Front Populaire, et c'est un appel que je lance ce matin à votre antenne, avec tous ceux qui le veulent. Et sans doute au-delà même de nos propres formations politiques, y compris avec les électeurs. Mais peut-être que ces députés qui ont voté la motion de censure ne se sentent pas très à l'aise. J'ai vu aussi un certain nombre de militants socialistes qui ont dit « Moi, j'ai rejoint le Parti Socialiste quand il avait tourné la page de François Hollande. C'est pas pour y revenir maintenant. » À ces électeurs socialistes, à ces militants socialistes, à ceux qui ont cru à l'après-François Hollande, comme ils ont cru
comme ils croient à l'après-Macron, je leur dis le nouveau Front populaire n'est pas mort, il doit continuer à vivre, mais il doit vivre sur une base de clarté, il doit continuer, même si ça doit être sans le gros du Parti socialiste. Merci Manon Aubry. Merci à vous. Un mot tout de même, rapidement, Manon Aubry, votre candidat qui a largement perdu dans l'Isère hier, 64 contre 35 seulement pour lui, alors que vous teniez cette circonscription, c'est une lourde défaite quand même. Alors c'est une circonscription qui a été historiquement à droite, qu'on avait arrachée en 2024 à Olivier Véran. Moi je tire 2 leçons de cette élection. D'abord je voudrais évidemment saluer la campagne de Lies Loufoque et je regrette que la voix de l'enfance n'ait pas un porte-parole à l'Assemblée nationale, puisque c'était le profil de Lies Loufoque, mais les 2 leçons que je tire, c'est la première, c'est que la candidate macroniste a profité du report de voix du Rassemblement national qui a appelé à voter pour la candidate macroniste. Et ça veut dire quelque chose de cette espèce de fusion entre l'extrême droite et le macronisme d'un côté. Et puis la deuxième leçon, c'est que le taux de participation a été de 38%. C'est 2 fois moins qu'en 2024 quand on a gagné la circonscription. Et donc si le peuple ne se mêle pas des élections, alors oui, ça a un impact sur la gauche et ça doit nous inciter à préparer les prochaines élections. Merci Manon Aubry.